Toulouse, le 17 mars 2020. Caroline gare sa voiture dans le garage. Habituellement, elle la laisse dans l'allée, mais Pierre avait été formel. Il ne veut plus qu'elle sorte de la maison. Le confinement débute officiellement à midi, mais lui veut à tout prix protéger son épouse et leur bébé. Il n'a même pas voulu qu'elle se rende dans le cabinet de Laurent pour lui remettre ses résultats d'examen. Caroline avait envoyé un message à son médecin pour l'informer de la grossesse et l'avertir que ce serait Pierre qui passerait sur sa pause pour faire le point avec lui. La réponse de Laurent avait été teintée d'ironie. Elle l'avait félicité en retour d'être un si bon médecin et de n'avoir écarté aucune hypothèse diagnostique. Heureusement qu'il avait prescrit le dosage des bêta-HCG. Avec la prise de la pilule, elle aurait peut-être fait un déni et n'aurait pas réalisé qu'elle était enceinte. Bizarrement, Caroline s'était réveillée en bonne forme ce matin, avant même l'alarme du réveil de Pierre. Comme si le fait de savoir maintenant qu'elle est en parfaite santé, mais simplement enceinte, l'avait libérée d'un poids. Elle lève les yeux vers le ciel avant d'ouvrir la porte d'entrée. Les rayons du soleil commencent à poindre à l'horizon. Une belle journée ensoleillée s'annonce. Elle referme la porte derrière elle. Connaissant son mari, s'il n'avait pas la chance de vivre dans un pavillon, elle n'aurait pas remis le pied dehors avant des mois. Heureusement, elle pourra toujours se dégourdir les jambes dans le jardin. Avec l'arrivée prochaine du printemps, les fleurs seront bientôt de retour. Toulouse, juin 1996. Cela fait quelques semaines que je passe du temps avec ton père. Nous avions échangé nos numéros de téléphone avant le retour de Marc à son poste. À chaque fois que je voyais Yves, je le trouvais de plus en plus beau. Son sourire me faisait fondre. Et puis, il était gentil et respectueux. Même mon patient, pourtant habitué avec Marc, avait trouvé les séances avec Yves plus efficaces. Il l'avait trouvé plus drôle et attentionné aussi. Je ne saurais dire si tous ces éloges m'avaient encouragé à le voir avec un regard différent, mais toujours est-il que je le trouvais craquant. Notre premier rendez-vous, si ma mémoire est bonne, était au cinéma. Je ne me rappelle plus du film, mais ce n'est pas forcément surprenant, car ce n'était absolument pas un synopsis qui m'intéressait. J'avais accepté uniquement pour pouvoir passer un moment avec lui en dehors de l'hôpital et de nos sempiternelles blouses blanches. J'avais passé une agréable soirée en sa compagnie. Nous avions grignoté quelque chose avant de rentrer, hamburger ou pizza, je ne sais plus. Pour la nourriture, nous avions les mêmes goûts, donc je crois qu'il m'avait laissé choisir. Il m'avait ensuite raccompagné chez moi et nous nous étions dit que nous programmerions prochainement une autre sortie. Dans les jours qui avaient suivi, nous étions allés nous balader 2 ou 3 fois au jardin des plantes et au jardin japonais. Nous profitions du soleil pour nous promener à la fin du boulot. Nous avions aussi fait quelques balades le long des berges de la Garonne. Nous avions appris à nous connaître tout au long de ces rendez-vous. Il me plaisait chaque fois un peu plus. Un soir, nous avions échangé notre premier baiser dans sa voiture, garée devant l'entrée de ma résidence. J'avais hésité à lui proposer de monter, mais j'avais finalement décidé d'attendre qu'il fasse lui-même la demande. Devant son silence, j'avais décidé qu'il était encore trop tôt et j'étais descendue de sa voiture. Je l'appréciais énormément et je n'avais pas envie qu'il me prenne pour une fille facile. Nous avions passé notre première nuit ensemble une dizaine de jours après. Le fait qu'il se soit montré patient me confortait dans l'idée qu'il attendait plus que du sexe pour notre relation. J'avais franchi le pas le jour où j'avais vraiment eu le sentiment que notre histoire pouvait avoir une chance de durer. Toulouse, le 17 mars 2020. Caroline prend le cahier destiné à sa fille. Elle sait qu'elle lui a raconté ces épisodes en détail la semaine passée. Mais tant qu'à faire un mémoire, elle va tout de même lui noter les faits importants. Toulouse, le 24 novembre 2002. Je me sentais étrange ce matin-là.
J'avais très mal dormi la nuit. Je ne cessais de revoir Pierre arriver avec Sandra à son bras au restaurant. Le baiser qu'elle lui avait donné devant nous à table m'avait presque donné envie de vomir. Par la suite, en boîte de nuit, ton père et moi avions échangé nos premiers pas sur du zouk. Je n'en revenais toujours pas. Il dansait merveilleusement bien. C'est toujours le cas aujourd'hui, tu le sais. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti un tel plaisir sur une piste de danse. Je me sentais toute bizarre alors. Je n'arrivais pas encore à déterminer exactement ce que je ressentais. Au déjeuner chez tes grands-parents, j'avais ressenti un pincement au cœur quand j'avais su qu'ils ne seraient pas des nôtres. Ton oncle m'avait laissé entendre qu'il avait dû passer une nuit agitée et je m'étais sentie agacée. Je ne voulais pas encore le reconnaître, mais j'étais jalouse. Le lendemain, j'avais décidé de l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Il en avait profité pour me demander mes impressions sur sa fameuse petite amie. C'en était vraiment trop. Mais je ne pouvais vraiment rien dire de négatif à son sujet. Sandra était tout simplement parfaite. Ils formaient un très beau couple, tous les deux, bien que ça m'emmerdait royalement de l'avouer. Je ne lui avais pas fait remarquer qu'il ne m'avait pas contacté ces 2 derniers jours. J'avais ressenti un vide immense. À peine 2 jours et j'étais en manque. Comme je te l'ai dit mercredi, nous étions en communication tous les jours depuis ma tentative de suicide. 2 mois de contact quotidien avaient créé une habitude sans que je m'en sois rendu compte. L'intrusion de Sandra dans nos vies risquait de tout bouleverser. Toulouse, le 17 mars 2020. Caroline entend frapper doucement à la porte. « Tu peux entrer ?» Tony passe lentement la porte avec un plateau qu'il pose à côté de sa mère. « Je te remercie, mon chéri. C'est vraiment gentil de ta part. » Je n'ai pas beaucoup de mérite en vrai. C'est Papou qui m'a appelé pour me dire de te préparer un thé au gingembre et une salade avec un kiwi et une clémentine. Je n'ai fait qu'obéir aux instructions. C'est déjà très bien en soi. Tu aurais pu refuser de le faire. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Tu prends toujours soin de nous depuis notre naissance. Si nous pouvons t'aider maintenant, c'est le juste retour des choses. Comment te sens-tu ce matin ? Tu continues à prendre ta température ? Je me sens mieux aujourd'hui, beaucoup mieux. Comme si le simple fait de savoir que je suis enceinte avait tout résolu, comme par magie. Concernant la température, j'avoue que non, je n'y ai pas pensé. Veux-tu que je te prenne le thermomètre ? Non, mon chéri, je sais que tout va bien. Je te remercie. Et toi, tu t'en sors avec tes cours ? Oui, aucun problème. Tant mieux. Tes recherches avancent pour ton départ ? En fait, je me demande si je dois toujours envisager de partir m'installer à Montréal cette année. Mais pourquoi ? Tu es enceinte, maman. Tu auras probablement besoin d'aide. Et puis, financièrement, je ne veux pas être une charge pour vous. Il y aura une nouvelle bouche à nourrir. En restant faire mes études ici, ce sera plus avantageux pour tout le monde. Pour nous, probablement, mais pas pour toi. Ne t'en fais pas. Rien n'est encore décidé. Et puis, pour le moment, nous sommes dans le flou. Le confinement débuté en Chine en janvier n'est toujours pas levé. Alors honnêtement, j'ai du mal à voir comment la France pourrait se contenter de seulement 15 jours. Cela ne me semble pas très réaliste. Je n'ai donc aucune visibilité, ne serait-ce que pour le bac déjà. Caroline sourit en écoutant son fils. Comment un jeune de 18 ans à peine arrivait à avoir une logique que les dirigeants politiques semblaient incapables de tenir. Être diplômé de l'ENA ne semblait visiblement pas pouvoir acheter du bon sens. Je tiens tout de même à t'encourager à faire tes démarches. Nous verrons par la suite quelle option semble la plus avantageuse pour nous tous. En as-tu parlé avec ton père ? Oui, c'est OK pour lui. Il a tenu le même discours que le vôtre. Si je trouve un job, il est d'accord. Maman ? Oui, mon chéri ? Il ne m'a pas interdit de le dire, donc je t'en parle. Que se passe-t-il ? Sabrina est enceinte également, de 3 mois déjà.
Papa m'a dit qu'ils attendaient pour annoncer la nouvelle. Je n'ai pas dit pour Papou et toi. Je ne sais pas si vous aussi vous désirez attendre un peu. Eh bien, dis donc, en voilà une surprise. Les cigognes sont de sortie, on dirait. Caroline regarde les rayons du soleil à travers la fenêtre. La révélation de son fils la replonge dans sa réflexion. Doit-elle discuter avec Yves de son départ il y a 17 ans? Doit-elle sérieusement remettre sur le tapis une aussi vieille histoire? Son mari ne semble pas penser que c'est une bonne idée. Pourtant, elle a le sentiment qu'elle se sentirait mieux si elle pouvait maintenant lui expliquer pourquoi elle était partie ainsi. En même temps, cela valait-il la peine qu'elle se sente mieux si, à l'inverse, elle ouvrait une vieille blessure chez son ex-mari? Son portable entre les mains, elle hésite encore. Elle prend une profonde inspiration et lance l'appel. Bonjour Yves. Salut Caroline. Tony vient de m'annoncer la bonne nouvelle. Je tiens à vous adresser mes félicitations. Je te remercie, Caroline. C'est gentil de ta part. Je transmettrai à Sabrina. Yves? Oui? Caroline sent le nœud dans sa gorge. Elle se sent bizarre tout à coup. Je veux te demander pardon, Yves. Pardon? Pourquoi? Je me suis mal comportée envers toi. Je sais que j'ai été lâche et que j'ai mal agi. De quoi parles-tu, Caroline? Je parle de mon départ chez Pierre. Ah! Le silence s'impose brutalement entre eux. Caroline sent le nœud se libérer progressivement. Elle prend une nouvelle inspiration pour se donner du courage. Je te demande pardon, Yves. Je regrette la façon dont je t'ai quitté. Tu ne méritais pas ça. J'ai été cruelle et je le reconnais aujourd'hui. Mais j'étais jeune. Je n'avais pas la maturité que j'ai maintenant. Je n'ai même pas envisagé une seule seconde d'annoncer en face que je voulais te quitter. Je pense que je n'en aurais pas eu la force. Je reconnais tous les efforts que tu avais faits pour que notre couple aille mieux. Tout est de ma faute. Je n'étais juste plus amoureuse de toi. Mais je ne pouvais pas. Je n'aurais jamais pu. Pourquoi maintenant, Caroline? Existe-t-il un moment précis pour reconnaître ses erreurs et demander pardon? Je ne pense pas. Mais pour être sincère avec toi, Isabelle m'a demandé la semaine dernière à quel moment j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse de son père. Et alors? En lui racontant toute l'histoire, j'ai réalisé que mon attitude avait vraiment été très lâche et que tu méritais mieux que ce que je t'ai fait endurer. J'entends bien. Je suis curieux, moi aussi. Puis-je avoir la réponse que tu as donnée à Isabelle? Caroline se mord la lèvre. Elle n'avait pas prévu que la discussion prenne cette tournure. Pierre lui avait pourtant dit de réfléchir d'abord aux conséquences. Elle avait plongé tête baissée. Elle n'avait suivi que son instinct. Tant pis, si elle veut obtenir son pardon, elle lui doit au moins la vérité. J'ai dit à Isabelle que je ne m'en suis pas rendu compte de suite. Elle a été la première personne à qui j'ai avoué que j'avais pensé me suicider. Quoi? Tu peux répéter? Nos disputes, les pleurs de Tony, le boulot. Je n'en pouvais plus. J'étais à bout. Un jour, j'ai dérobé des anxiolytiques dans la pharmacie des urgences. Et Pierre est arrivé au moment où je préparais les comprimés pour Tony et moi. Tu voulais tuer notre fils aussi? Je n'avais pas les idées claires, Yves. Je suis désolée. Tu te rappelles de la période à laquelle tu as voulu faire ça? La date précise même. C'était le jour de l'anniversaire de Gabriel. Un jour où Tony avait fait de la fièvre et où nous nous étions disputés car tu insistais pour aller déjeuner chez tes parents malgré tout. Yves se sent abattu en entendant la date. Il s'en rappelle très bien également. Il hésite à révéler la vérité à son ex-femme.
En même temps, une perche lui est offerte de vider son sac. Contrairement à tout ce que tu as dit, tu n'es pas la seule fautive. Je ne sais pas comment. S'il vous était arrivé quelque chose, je me le serais reproché toute ma vie. Je me serais peut-être jetée d'un pont. Ne dis pas ça. À cette époque, j'avais une maîtresse, Caroline. Nouveau silence. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. C'est à mon tour de te demander pardon. Je n'étais plus heureux avec vous. Je me sentais prisonnier dans ce rôle de père. Finalement, je n'étais pas prêt. Les couches, les réveils en pleine nuit, ton humeur qui était devenue détestable. Et pire que tout, sexuellement, j'avais le sentiment de devoir quémander pour obtenir un câlin. J'avais l'impression que je te dégoûtais. Je suis un homme, j'ai des besoins. Caroline est sous le choc. Elle s'était reprochée pendant tant d'années d'avoir abandonné son mari. Caroline, dis quelque chose, je t'en prie. Tu avais une maîtresse? Qui? Je la connais? Cela n'a aucune importance de savoir de qui il s'agit. Yves, tu m'as posé une question et j'ai accepté d'y répondre. Alors maintenant, jouons carte sur table, s'il te plaît. Elle était infirmière dans mon service à l'époque. Je vois, c'est plus facile de faire ses courses au boulot. C'est mieux de se servir dans le frigo familial, tu penses? Caroline grimace. Elle lui a donné le bâton pour la battre. Que veut-elle au fond? Quelle importance aujourd'hui de savoir qu'elle était cocue? Elle veut juste faire la paix pour se sentir libérée. Je te demande pardon, c'était déplacé de ma part. Caroline, l'eau a coulé sous les ponts. Je n'aurais jamais pensé t'avouer ça un jour, mais ta démarche est tout à ton honneur et je la respecte. Je te demande pardon également de n'avoir pas été un meilleur mari et pire, un bon père pour Tony. Ce qui est fait est fait. En effet, nous ne pouvons rien changer au passé, mais juste essayer de faire mieux maintenant. Entièrement d'accord avec toi, Yves. Caroline, je veux que tu saches que tu gardes une place spéciale dans mon cœur. Tu as été mon tout premier mari et j'ai passé des moments merveilleux en ta compagnie. Et puis, une chose est sûre, Tony est la preuve indéniable de notre amour, même si par la suite, tout s'est cassé la gueule. Je suis d'accord avec toi. Je te présente mes sincères excuses, Caroline. Je n'avais pas idée que tu étais si malheureuse avec moi. Avec ta confidence, je réalise que finalement, c'est grâce à Pierre que Tony et toi êtes toujours en vie. C'est vrai, il est arrivé à temps. Yves pousse un profond soupir. Il ne va pas lui révéler que Tania venait parfois passer la nuit avec eux quand elle était de garde. Cela lui arrivait même de s'occuper de Tony quand il pleurait. Cela ne vaut pas la peine de lui dire à quel point il était une enflure. Yves, Caroline, je profite de l'occasion pour t'annoncer que je suis également enceinte. Sérieux? À ton âge? Qui est le même que le tien, je te rappelle. Oui, mais ce n'est pas moi qui porte la grossesse dans mon cas. Sabrina a 10 ans de moins que moi. Yves! Bon, excuse-moi, je suis vraiment débile parfois. Mais félicitations à vous deux également. Je te remercie, Yves. Je suis contente que nous ayons eu cette discussion. Je ne saurais trop dire pour quelle raison, mais je sentais qu'il fallait que je te parle. Je te pardonne, Yves. Je nous pardonne nos erreurs passées et je nous souhaite que du bonheur dorénavant. Je te remercie de m'avoir parlé avec franchise. Sait-on jamais? Je ferai attention à ne pas recommencer mes bêtises. Je l'espère pour toi. Et toi? Tu me pardonnes? Je l'avais déjà fait, mais oui,
Si tu veux l'entendre de ma bouche, je te pardonne, Caroline. J'appellerai mon frère pour le remercier de vous avoir sauvé la vie. Je pense qu'il sera content de t'entendre le lui dire. Nous avons fait du chemin, hein? Il me semble bien, oui. Le but c'est d'avancer, non? Tu savais qu'Yves avait une maîtresse? Qui? Quand? Où as-tu pris cette info? À l'époque où j'envisageais de me suicider, il m'a dit qu'il était l'amant d'une infirmière de son service. Ah non, je n'étais pas informée de cela. Il n'était pas fou pour me le dire. Yves me connaît et il sait très bien que je l'aurais recadré. À l'époque, il m'avait juste dit qu'il avait beaucoup de boulot et que cela le stressait. Il ne t'a pas appelé cet après-midi? Pas du tout. Pourquoi? Que se passe-t-il, ma chérie? J'ai appelé ton cher frère pour lui adresser mes félicitations pour la grossesse. Sabrina est enceinte? Je reprends au commencement. Je reconnais que je m'y prends mal. Toulouse, le 17 mars 2020. Je ne crains pas d'oublier de le noter plus tard, mais je suis tellement surprise de mes discussions avec ton père et Papou aujourd'hui que je préfère te l'écrire dès maintenant. Je te demande pardon, car ton cahier ne sera peut-être pas hyper structuré et organisé, mais je fais de mon mieux. J'ai appelé ton père ce midi pour le féliciter de la grossesse de Sabrina. J'ai profité de l'occasion pour lui demander pardon de l'avoir quitté ainsi avec toi. Je me trouvais faible d'être partie en ne laissant qu'une lettre posée sur une table. J'estimais finalement que ton père méritait mieux comme attitude. Je tiens à t'avertir que je ne cherche pas la polémique, mais je veux juste que tu saches ce que j'ai découvert. Ton père m'a avoué qu'à l'époque où nous nous disputions sans cesse, il avait une maîtresse. Il s'est montré désolé d'apprendre que j'avais failli nous empoisonner. Lui aussi m'a demandé pardon, et nous avons raccroché en paix. Je ne vais pas le rappeler à ce sujet pour ne pas créer de tension, mais il semblerait que ton père m'avait déjà menti. Au début de notre relation, il m'avait fait croire qu'il était discret sur ses relations et qu'il voulait me présenter à Pierre parce que notre relation lui tenait à cœur. Papou m'a appris que ton père était en fait un véritable don Juan. Il avait eu l'occasion de rencontrer une bonne dizaine de conquêtes de ton père. Généralement, dès qu'une liaison dépassait 2 mois, il la présentait à Pierre. Papou m'a assuré que par contre, j'étais réellement la seule qu'il avait amenée chez tes grands-parents. Je me sens un peu déçue. Je croyais être spéciale pour ton père. Enfin, oui, je l'ai été puisqu'il m'a épousée. Toutefois, découvrir qu'il m'a menti sur ses soi-disant principes me déçoit énormément. Je te le redis, mon chéri. Je te demande de te comporter dignement avec autrui, avec intégrité aussi. Ce que tu sèmes, tu le récolteras un jour. Si tu n'es pas amoureux d'une femme, je t'en supplie, ne lui mens pas pour obtenir ses faveurs. Sois toujours honnête. C'est une preuve de respect pour toi, mais aussi pour l'autre. Je n'en veux pas à ton père. Je lui ai moi-même menti aussi. Cela dit, les répercussions auraient pu être dramatiques. Je suis juste déçue de découvrir aujourd'hui que je n'ai pas épousé l'homme que je pensais connaître. Je t'en prie, respecte les femmes et ne mens pas. Garde toujours en mémoire que tu as une mère et une sœur. D'ailleurs, rappelle-toi toujours de ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. J'ai parlé des femmes, mais peu importe. Mon conseil reste le même si tu es homosexuel un jour. Évite de mentir, s'il te plaît. Dieu se charge toujours de récompenser un cœur intègre. Toulouse, le 1er septembre 1996. Je suis absolument certaine de cette date. Le lundi 26 août, j'avais accompagné ton père au restaurant pour l'anniversaire de Pierre. La soirée s'était très bien déroulée et ton père m'avait dit le lendemain que Papou m'avait trouvé extraordinaire.
Ton père m'avait alors invité à déjeuner avec ses parents dans la maison familiale le dimanche. Je ne te raconte pas le stress. J'étais heureuse, car pour moi, c'était encore une preuve d'engagement. Notre liaison semblait vraiment prendre une tournure sérieuse. Mon remplacement dans le service de pneumologie avait été prolongé car ma collègue était toujours en rééducation. J'avais annoncé à mes parents que je restais pour ne pas mettre le service en difficulté. Maman avait déjà préparé mon retour et elle m'avait assuré que je trouverais un poste à mon arrivée. Je n'arrivais pas encore à leur dire que je n'avais pas envie de rentrer au pays. Je ne voulais pas leur faire de la peine. Avec mon salaire, je pourrais me prendre un appartement. Mais papy et mamie auraient eu du mal à comprendre mon désir d'indépendance. Mon remplacement se révélait être la bonne excuse pour rester. En dehors du fait que je n'avais pas envie de retourner au bercail, j'étais de plus en plus amoureuse de ton père. Il me semblait inimaginable de vivre sans lui. Dans la balance, tout penchait pour que je reste à Toulouse. Rencontrer ses parents officialisait davantage notre relation à mes yeux. J'étais heureuse et rassurée de voir que mes sentiments étaient réciproques. Mais de notre côté, j'avais peur. Il me semblait tellement attaché à la vie de sa famille que j'avais peur de louper ce premier contact. Heureusement, j'avais pu en discuter avec Gabrielle 2 jours avant. Elle m'avait rassurée en me disant que je n'avais qu'à rester égale à moi-même. Elle me connaissait parfaitement bien et elle savait que j'étais une fille géniale. Gentille, aimable, serviable, polie. Elle ne voyait pas comment quelqu'un pourrait ne pas m'aimer. Sauf si la personne était raciste. Ma peau couleur caramel et mes origines antillaises pourraient rebuter ces Toulousains pure souche. Pour elle, hormis ce détail, j'étais la belle-fille rêvée pour n'importe quelle famille. Son discours m'avait fait chaud au cœur. Je m'étais toutefois demandé à quel point elle était lucide sur ma description. Gabrielle me connaissait depuis la maternelle. C'était bien vrai. Elle m'aimait. Et ne dit-on pas que l'amour rend aveugle? Je savais que dans l'ensemble, elle avait raison. J'avais reçu une bonne éducation et partout où j'allais, je ne rencontrais de problème particulier avec quiconque. Concernant le racisme, je m'étais dit que ton père savait probablement ce qu'il faisait en m'invitant chez ses parents. De plus, je ne l'avais jamais rien entendu dire d'inconvenant au sujet des Noirs. J'étais donc arrivée chez tes grands-parents un peu plus détendue. Louis et Madeleine m'avaient accueilli chaleureusement et je m'étais sentie à l'aise. J'avais appliqué le conseil de Gabrielle et j'étais restée authentique. J'avais alors proposé à ta grand-mère mon aide en cuisine et pour le service. Elle avait refusé gentiment, mais selon les dires de ton père, ma proposition l'avait particulièrement touchée. Le repas s'était bien déroulé. J'avais complimenté Madeleine pour sa délicieuse cuisine. Louis et elle avaient été très gentils durant toute l'après-midi. Papou aussi, bien évidemment. J'avais passé une superbe journée et j'étais heureuse d'être tombée amoureuse de ton père. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Et de ce que j'avais pu voir ce jour-là, j'étais face à une famille digne de ce nom. Des gens bourrés de valeurs, gentils, honnêtes. Le rêve. Je n'ai pas encore totalement digéré de savoir que ton père m'ait menti sur son passé de coureur de jupons. Peut-être que si je l'avais su, je me serais méfiée de lui au départ. Enfin, l'heure n'est pas au regret et aussi. Grâce à lui, je t'ai, toi. Ne serait-ce que pour cette raison, je suis heureuse d'avoir connu ton père. Toulouse, le 6 décembre 2002. Cela faisait maintenant 11 jours que je n'avais plus de nouvelles de ton père. Je me sentais désespérément triste. Je trouvais la coupure brutale, soudaine et violente. Je ne m'y attendais pas. Cela me semblait incroyable. À quel moment m'étais-je attachée ainsi à lui? Pierre avait toujours été un beau-frère attentionné et un oncle adorable pour Tony. Mais ce que j'éprouvais à cet instant me nouait les boyaux. Mon cœur était en miettes. Je savais ce que je ressentais, mais en même temps,
Je refusais de le reconnaître. Voir la réalité en face m'imposait le fait de devoir avouer que j'éprouvais des sentiments pour le frère de mon mari. C'était impossible, impensable. Je devais à tout prix m'ôter cela de l'esprit. Durant toutes ces années, je ne l'avais jamais vu avec une femme. Le jour de notre première rencontre, Yves m'avait expliqué que ton père voulait sortir se changer les idées. Cela faisait quelques semaines qu'il avait rompu avec son premier amour et il avait du mal à s'en remettre. Il était avec sa copine depuis le lycée et elle venait de le quitter pour un collègue de travail. J'avais été très touchée par son histoire. Je connaissais déjà le goût de la trahison avec Thomas, mon premier petit copain. Je pouvais savoir ce que ressentait ton père, même si ma première histoire d'amour n'avait pas duré aussi longtemps que la sienne. Cela faisait donc un peu plus de 6 ans que je connaissais Pierre, et je ne l'avais jamais vu avec une femme. Tu réalises? Sandra était la première qu'il nous présentait. C'était aussi cela qui me rendait malade à ce point. Il semblait enfin pouvoir être heureux après toutes ces années de disette. Je n'avais rien à lui offrir. Tant pis pour moi. Ma douleur était bel et bien présente malgré tout. Pour me résoudre à tourner la page et me résigner à voir Sandra entrer dans notre famille, j'avais décidé de lui offrir un cadeau. J'avais donné à ton père ma bénédiction à son sujet, et il songeait déjà à l'inviter chez ses parents pour les fêtes de fin d'année. Cela semblait cohérent après tout. Yves m'avait présenté à tes grands-parents après avoir eu l'aval de son frère. Maintenant que nous lui avions donné notre opinion sur Sandra, favorable, n'est-ce pas, vu qu'elle était parfaite, la suite logique était l'intronisation officielle dans la famille. À mon avis, Louis et Madeleine auraient été aussi conquis que nous. Je m'étais donc rendue dans les magasins pour essayer de trouver un cadeau pour cette divine beauté. J'avais opté pour un carré de soie bleue qui allait bien avec mon teint. Nous avions à peu près la même carnation, donc j'étais sûre de ne pas me tromper. Au pire, aurait-elle pu ne pas apprécier le coloris. Mais y avait-il quelqu'un sur cette planète qui n'aimait pas le bleu? C'était la couleur du ciel, de la mer. Et puis, elle se débrouillerait avec, qu'elle l'aime ou pas. J'avais ensuite débarqué dans le bureau de ton père, de façon à pouvoir lui remettre mon présent. C'était la première fois que je me rendais à son cabinet. Comme tu le sais déjà, quand j'ai connu ton père, il était podologue. Il s'était reconverti en naturopathie et avait ouvert son cabinet depuis environ 3 ans. J'avais découvert ce jour-là que ton père était un passionné de photographie. Nous avions discuté un peu et il m'avait invité à danser sur le même titre sur lequel nous avions dansé en boîte une quinzaine de jours auparavant. J'avais senti mon cœur s'affoler, mais je ne pouvais pas résister à la tentation de me retrouver de nouveau entre ses bras. J'avais alors fermé les yeux et je m'étais laissé emporter au rythme de la musique. Je m'étais senti bien. C'était un moment magique. Quand le titre s'était terminé, nous avions marqué un temps d'arrêt. J'étais toujours blottie entre ses bras. J'avais enfin levé les yeux vers lui, et je ne saurais dire comment, mais nous nous sommes embrassés. Mon Dieu, la douceur de ses lèvres. Nos baisers avaient encore le goût du café que nous venions de boire. Nous avons dérapé. Je sais que ce n'est pas ce que je vous préconise à ton frère et toi. Nous avons toujours parlé de l'importance d'être responsable et d'utiliser des préservatifs. Cependant, comme je te l'ai dit, je n'étais pas venue voir ton père avec l'idée de faire l'amour avec lui. De toutes les façons, je n'avais pas de préservatif dans mon sac. Je n'en avais aucune utilité, étant donné que j'étais mariée et fidèle jusque-là à mon époux. Et puis, très honnêtement, vu comment ça s'est passé, nous n'avons même pas pensé à mettre une capote. Tu sais ce que c'est qu'un besoin impérieux? Les fois où tu es à 2 doigts de te faire pipi dessus, car tu te retiens depuis un moment pour rentrer à la maison. Ta main qui tremble en mettant la clé dans la serrure. La course pour t'asseoir sur la lunette des WC. Le soulagement que tu ressens quand les premières gouttes te libèrent enfin.
Tout le stress qui s'envole car tu as réussi à te contenir jusqu'au bout? Voici à quoi je pourrais comparer l'état dans lequel je me trouvais quand j'ai fait l'amour avec ton père la toute première fois. Je ne maîtrisais plus rien. Je ne pensais même plus à rien. J'avais juste besoin de son corps contre le mien, comme si toute ma vie en dépendait. Néanmoins, contrairement à mon exemple concernant le besoin pressant d'uriner, quand nous avions terminé, je n'avais pas ressenti que du soulagement. Bien au contraire, la honte et la culpabilité s'étaient aussi vite empressées de faire leur apparition. Toulouse, le 18 mars 2020. Tu peux entrer. Isabelle passe la tête par l'ouverture de la porte. Tout va bien, maman? Oui, ma chérie, tu peux entrer. Non, c'est à toi de sortir. Papa m'a dit de te préparer un thé et des fruits, mais qu'il faut que tu sortes un peu du lit régulièrement. Pas de plateau au lit cette fois. Alors dépêche-toi, avant que ta tasse ne refroidisse. Caroline sourit en voyant sa fille disparaître aussitôt. Elle est chouchoutée par tous les siens. Elle n'a vraiment plus rien à faire dans la maison. Encore un peu, et Pierre lui ferait sa toilette au lit. Elle prend son téléphone avant de quitter la chambre. Un petit mot est posé sur son plateau. Elle reconnaît l'écriture de son mari. Je t'aime. Elle verse une larme malgré elle. Elle avait pris le portable dans l'idée de lui envoyer une photo avec un petit mot de remerciement. Elle constate qu'ils sont toujours parfaitement synchronisés. Il avait visiblement laissé ce message à son attention avant son départ. Elle pousse un soupir de contentement. Elle envoie la photo avec sa réponse. « Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Merci de prendre soin de nous comme tu le fais. » Martinique, le 18 mars 2020. Victoire ouvre les yeux. Il fait encore nuit, comme toujours. Son corps est réglé comme une horloge suisse. Elle serait prête à parier qu'il est 4h30 pétante. Elle a tellement eu l'habitude d'entendre son réveil sonner à cette heure que rien n'y fait. Elle est pourtant à la retraite depuis 7 ans déjà. Elle regarde son mari avant de sortir du lit. Lui dort encore paisiblement. Il s'est remis sans difficulté de ses longues années à se réveiller à 3h30. Son métier d'éboueur lui imposait à l'époque de quitter la maison très tôt. Elle saisit sa Bible et son chapelet sur sa table de chevet avant de fermer la porte sur son passage. Ce n'est pas à l'approche de ses 72 ans qu'elle va modifier son rituel. Pour bien commencer, mais aussi clôturer sa journée, elle accorde un temps à la lecture, au hasard, d'un chapitre de la Bible. Puis elle enchaîne sur un rosaire. À l'époque où elle travaillait, elle ne pouvait faire qu'un chapelet le matin. Mais grâce à Dieu, elle dispose maintenant de tout le temps nécessaire pour lui rendre gloire. Comme d'habitude, elle va s'asseoir dans sa berceuse sur la terrasse. Elle fait son signe de croix avant d'ouvrir sa Bible. Les larmes coulent doucement sur ses joues. Victoire réalise combien elle n'a pas toujours mis en pratique les écrits précieux de la parole de Dieu. Elle se sent coupable. Elle avait rejeté sa propre fille, son propre sang, à un moment où elle avait peut-être le plus besoin de soutien. Recevoir cet appel un soir de janvier des parents de son beau-fils lui avait glacé le sang. Elle aurait voulu disparaître et mourir, tant elle avait eu honte. Elle n'avait même pas cherché à entendre la version de Caroline par la suite. Elle savait déjà toute la vérité. Honoré et elle avaient décidé de mettre une croix sur leur unique enfant. Ils s'étaient longtemps demandé ce qu'ils avaient raté dans son éducation. Ils avaient fini par se dire que la vie toulousaine avait perverti leur fille. Elle n'était pas la première à qui ça arrivait, malheureusement. Ils avaient entendu ces histoires de jeunes filles parties faire des études qui finalement s'étaient retrouvées droguées, prostituées. Ils étaient persuadés d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour que cela n'arrive pas à Caroline.
Il lui avait donné une bonne éducation, inculqué des valeurs morales et religieuses. Cette désagréable surprise avait généré énormément de colère, de tristesse, mais aussi du dégoût. Victoire égrène son chapelet rose en pleurant silencieusement. Il est peut-être temps d'avoir une discussion avec sa fille. Elle sait que ce sera difficile de convaincre son mari d'aborder avec elle ces sujets sensibles. Elle pense cependant que le pardon a le pouvoir de restaurer des relations. Ils n'ont jamais demandé à Caroline de les excuser pour leur comportement. À l'époque, Honoré et elle étaient partis du principe qu'ils étaient les parents et qu'ils avaient tous les droits. Leur fille avait été tellement heureuse qu'ils reprennent enfin le contact qu'elle n'avait pas demandé plus d'explications. Sa lecture du jour lui a sonné les cloches. Elle souhaite être en paix quand elle se retrouvera devant Dieu pour son jugement. Refuser de répondre à sa fille pourrait lui coûter le paradis. Elle fera de son mieux pour gagner sa place avant sa mort. Toulouse, le 8 septembre 1996. Ce dimanche-là, nous avions de nouveau déjeuné chez tes grands-parents. Exceptionnellement, ils avaient débuté le repas avant midi pour me permettre de passer davantage de temps en leur compagnie. Je m'étais arrangée avec ma collègue pour arriver à mon poste 30 minutes plus tard. Elle avait gentiment accepté de me rendre ce service. En retour, je lui avais offert le morceau de gâteau que Madeleine avait emballé pour mon goûter. J'étais ravie de voir que les choses se passaient aussi bien avec la famille de ton père. J'avais tout bonnement été adoptée. C'était comme si j'avais toujours fait partie de la maisonnée. Ce soir-là, quand j'étais arrivée chez moi, Yves m'attendait déjà. Nous avions convenu qu'il passerait la nuit avec moi et que nous partirions ensemble le lendemain après-midi quand je m'en irais travailler. C'est ce soir-là qu'il m'avait proposé d'emménager chez lui. Il avait bien préparé son argumentation. Le fait que nous étions amoureux l'un de l'autre était le point primordial. Nous passions quasiment toutes nos nuits ensemble depuis quelques semaines, soit chez moi, soit chez lui. Il trouvait que ce serait plus simple et plus économique de vivre ensemble. Je vivais dans un 2 pièces, alors qu'il disposait d'une chambre supplémentaire. Ses parents lui avaient offert son appartement après son baccalauréat afin de lui permettre de gagner son indépendance. Il avait fait de la colocation avec un ami les premiers temps, mais depuis qu'il avait commencé ses remplacements à l'hôpital, il y vivait seul. Il était évident qu'en habitant chez lui, j'économiserais mon loyer. Bien au-delà de l'aspect pécuniaire, je voyais surtout un pas de plus dans l'officialisation de notre relation. Inutile de te dire à quel point j'étais ravie de sa proposition. Néanmoins, je n'ai pas accepté immédiatement. Je lui ai demandé un délai de réflexion. En m'installant chez lui, je devenais un peu à sa merci. Si les choses tournaient mal, je pourrais me retrouver à la rue. Il y avait un autre point important à régler, car j'avais déjà déjeuné à 2 reprises chez ses parents, mais les miens n'étaient pas encore informés de notre relation. Je n'avais pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. Je savais mes parents assez vieux jeu. Pour eux, le mariage et tout le reste était primordial à leurs yeux. Une fille se devait de préserver sa réputation. Leur annoncer que j'envisageais de vivre avec un homme que je connaissais depuis à peine 4 mois avait de fortes chances de ne pas être bien accueilli. Toulouse, le 18 mars 2020. Caroline fait quelques pas dans son jardin. Les rayons du soleil sur sa peau la réchauffent doucement. Son portable indique une température de 21 degrés en ce moment. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Elle porte une petite robe pull en mailles légères. Elle sait que si elle reste un moment à l'extérieur, elle risque même d'avoir chaud et de transpirer. Rien à voir avec ses premiers mois à son arrivée à Toulouse. Elle avait été étonnée de voir les gens en t-shirt à manches courtes dès qu'il y avait du soleil en hiver, alors qu'elle-même avait froid avec son pull et son blouson. Son corps s'était finalement habitué au froid avec les années.
En Martinique, le thermomètre n'affiche 21 degrés, voire un peu moins, que durant les mois dits d'hivernage. En général, cette période court de novembre à février. Le vent rend les températures plus fraîches en l'absence de soleil. Sinon, en dehors de cette saison, il fait relativement chaud toute l'année. À l'inverse, maintenant, quand elle passe des vacances sur l'île, elle a parfois du mal à supporter la chaleur. Quand bien même le vent y rend l'atmosphère moins pesante que sur l'Hexagone dans les périodes de canicule. Caroline prend une profonde inspiration et lève les bras vers le ciel pour s'étirer. Elle va rentrer et se détendre un instant avant de reprendre l'écriture des cahiers de ses enfants. Toulouse, le 5 décembre 1996. Ça y est, j'habite officiellement avec ton père. J'avais eu beaucoup de chance. Mon propriétaire m'avait appelé quand il avait reçu mon courrier de préavis. Il voulait négocier mon départ et d'un commun accord, nous l'avions raccourci à 2 mois au lieu des 3 réglementaires. Cela l'arrangeait de récupérer son appartement pour les fêtes de fin d'année car il avait des amis qui venaient dans la région durant les vacances. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il m'avait rendu visite pour voir mon ameublement. Tout était propre et bien entretenu et il avait décidé de racheter mes meubles. Nos divers calculs nous avaient conduits à acter que je ne lui verserais plus rien après le loyer du 5 octobre. Le rachat des meubles et la caution qu'il aurait dû me rembourser couvraient la différence. Tout avait été parfaitement orchestré. Ton père m'avait conseillé de demander à mon propriétaire une lettre stipulant notre accord. Il m'avait dit de me méfier car en cas de litige ultérieur, je n'aurais eu aucune preuve pour me couvrir. J'avais suivi son conseil, mais Dieu merci, tout s'était bien passé. J'avais eu affaire à un homme honnête qui m'avait même offert son aide pour mon déménagement. Les premiers jours nous avaient demandé un peu d'adaptation. J'avais certes l'habitude de passer la nuit chez ton père, mais y vivre était une autre histoire. Nous devions nous habituer à nos plannings respectifs. En tant que kinésithérapeute, ton père avait des horaires de bureau. Il travaillait entre 8h et 16h généralement, alors que moi, j'alternais entre les matins, les après-midi et les nuits. Au bout de quelques semaines, tout marchait comme sur des roulettes. Nous avions trouvé notre rythme de croisière. Ah oui, j'ai omis de raconter comment cela s'était passé avec mes parents. Le lendemain de la proposition de ton père, j'avais appelé maman. J'avais préféré lui en parler d'abord pour qu'elle prépare le terrain avec papa. Elle n'était pas du tout contente. Elle m'avait dit que ce n'était pas respectable pour une jeune fille d'aller vivre ainsi chez un homme. Selon elle, si c'était un homme aussi bien que je voulais lui faire croire, il m'aurait demandé en mariage en premier lieu. À mon âge, elle était déjà mariée. Je lui avais fait remarquer que nous vivions dans les années 90 et que les mœurs avaient évolué. Je pense qu'elle s'était tout de même sentie un peu rassurée quand je lui avais dit que j'avais déjà fait la connaissance de Louis et Madeleine. Tout comme moi, elle y voyait un signe d'engagement de la part de ton père. Elle avait insisté pour me dire que si c'était réellement un homme correct, il ne devrait pas tarder à m'épouser. Elle considérait qu'il fallait se faire désirer quand on était une femme sensée, et non se précipiter dans ce concubinage. Elle avait conclu en me disant de me débrouiller pour l'annoncer à papy. Si je me sentais suffisamment grande pour aller vivre avec un homme, je devais pouvoir le dire moi-même à mon père. Pfff, je te jure, des fois ta grand-mère... Bref. Le lendemain, j'avais pris mon courage à 2 mains pour appeler ton cher grand-père. Je te rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. J'avais calculé le décalage horaire pour être sûre de pouvoir le trouver à la maison. J'avais bien calculé également pour que maman ne soit pas encore rentrée du travail. Je ne voulais pas qu'elle mette son grain de sel dans la discussion. J'avais déjà son opinion et je savais qu'elle ne m'aurait pas aidée. À ma grande surprise, ton papy avait bien accueilli la nouvelle. Il m'avait dit que j'étais majeure et qu'en plus, grâce à mon travail,
J'étais indépendante financièrement. Selon lui, si j'avais besoin de partir un jour, je pourrais toujours trouver un moyen de me retourner. Il commençait une phrase quand il s'était finalement tu. Je ne saurais dire, mais je me demande si ces deux-là sont vraiment heureux en couple. Bon, je ne vais pas me mettre à extrapoler et imaginer quoi que ce soit. J'avais informé mes parents de ma liaison avec ton père et de mon désir d'emménager avec lui. J'avais donc pris ma décision toute seule, en mon âme et conscience. Tout du moins, j'avais écouté mon cœur. J'aimais ton père. J'en étais folle amoureuse même. Voici comment je m'étais retrouvée chez lui à compter de ce 5 décembre 1996. Toulouse, le 18 mars 2020. La sonnerie de son portable sort Caroline de son sommeil. Elle décroche en voyant le nom de son ami. « Salut Gabriel. »« Mince, je te réveille. Coucou Caroline. »« Ce n'est pas grave. Comment vas-tu ? » ?»« Je me porte à merveille. Je te conseille de couper la sonnerie de ton portable quand tu vas dormir. » C'est ce que je fais habituellement, mais je me suis juste assoupie. Ce n'était pas prévu. Ok. Alors, quelle nouvelle ? Comment te sens-tu ? Plutôt bien, pour être honnête. Toujours un peu fatiguée, mais dans l'ensemble, je me sens nettement mieux que ces derniers jours. Laurent a renouvelé ton arrêt ? Pas encore. Il a dit à Pierre de revenir lundi, si Dieu veut. Il ne voulait pas antidater la feuille. Sacré Laurent. Toujours aussi rigoureux, malgré les années. Dans le fond, je sais qu'il a raison. Mais je ne lui aurais pas fait un coup bas quand même. Pas moi. Je pense bien, mais je peux comprendre qu'il cherche à se couvrir. Les gens sont parfois tellement surprenants. Et pas toujours dans le bon sens, malheureusement. Je sais tout ça, Gabriel. L'espèce humaine est vraiment spéciale dans son fonctionnement, je le reconnais. Trêve de bavardage. Je ne serai pas plus longue. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je te rassure, tout va pour le mieux par ici. Ravie de l'entendre. À bientôt, ma chérie. Prends soin de vous deux. Ou toi. Oh, ça suffit, toi. Merci pour ton appel. Je t'embrasse. Caroline caresse doucement son ventre. Elle a bien intégré l'idée d'être enceinte maintenant. Mais une grossesse multiple n'est pas à l'ordre du jour. Coucou là-dedans. J'espère que tu vas bien, mon ange. Je te prie de ne pas écouter Tati Gabrielle, hein ? Ta maman n'est plus toute jeune, et ton papa non plus. Alors nous nous faisons une joie de t'accueillir, mais tu nous faciliterais la tâche si tu voulais bien venir tout seul. Merci. Toulouse, le 23 décembre 2002. J'étais allée au bureau de ton père pour lui annoncer que j'avais pris une décision. Depuis que nous nous étions avoués nos sentiments 14 jours plus tôt, j'étais tourmentée. Pierre hantait mes pensées jour et nuit, et je ne supportais vraiment plus les rapports sexuels avec ton oncle. Ma vie était un véritable cauchemar. Il était hors de question pour moi que ce manège continue. Sentir ton père si distant la veille au déjeuner chez tes grands-parents m'avait aidé à réaliser que je devais tenter le tout pour le tout. J'étais sûre de vouloir quitter Yves. Je ne pourrais endurer plus longtemps de vivre ainsi. Je n'avais que 29 ans. Je ne pouvais décemment pas m'enfermer dans cette vie malheureuse et détestable. J'avais tout l'avenir devant moi pour reconstruire une nouvelle vie. Cela dit, quand je réfléchis aujourd'hui, je me demande si l'âge a forcément une importance. J'ai déjà entendu des couples divorcer après plus de 50 années de mariage. Je pense que quel que soit l'âge, quand rien ne va plus, il faut avoir le courage de s'en aller. Comme tu l'as si bien dit la dernière fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je m'étais donc rendue au cabinet de ton père pour lui annoncer la nouvelle, l'informer que j'étais certaine de vouloir quitter son frère. Je lui avais alors demandé s'il envisageait un avenir pour nous deux, pour nous trois, en comptant Tony. Il m'avait alors demandé si j'avais bien envisagé les répercussions si nous aménagions ensemble.
il m'avait dépeint le tableau de ce qui risquait de se passer si nous décidions d'envoyer valser les convenances. Je m'étais alors rendu compte que je n'avais pas si bien évalué les conséquences possibles. Il m'avait alors donné un délai de 10 jours pour prendre une décision. Durant ce laps de temps, je ne devais pas rentrer en contact avec lui. Je devais prendre ma décision seule, car lui semblait sûr de pouvoir assumer les conséquences de ce choix délicat. Toulouse, le 18 mars 2020. Aurais-je l'autorisation de lire tes cahiers, s'il te plaît? Caroline sourit à son mari. Il avait posé la question comme un enfant bien élevé. Je considère que ce ne sont pas les miens. Alors il te faudra demander l'autorisation aux enfants plus tôt. Mais c'est ton histoire que tu y racontes. Et c'est toi qui possèdes les droits d'auteur de toutes les façons. Peut-être bien, mais j'écris pour Tony et Isabelle Dufour. Quand je veux écrire à Pierre Dufour, je lui fais un message directement sur son portable. Mais ce n'est pas juste. Tu leur écris un roman et moi j'ai droit à du virtuel. Si je perds mon téléphone ou s'il bug, je n'ai plus rien. Caroline éclate de rire devant la mine déconfite de son époux. Tu n'es pas sérieux, rassure-moi. Pierre hausse les sourcils avant de regarder sa femme droit dans les yeux. Je suis on ne peut plus sérieux. Moi aussi, je veux des mots d'amour couchés sur un cahier. Ainsi, je pourrai relire notre histoire chaque jour, et d'autant plus si ma mémoire s'en vient à me faire défaut un jour. Tu te rappelles de ce film? Je l'avais trouvé tellement touchant. Bien sûr que je m'en rappelle. Notre histoire était un peu compliquée comme la leur. Pas pour les mêmes motifs, mais tout aussi mouvementée. Je nous souhaite de finir nos jours ensemble tout comme eux, Alzheimer en moins. Ce serait plus agréable en effet. Donc tu veux vraiment que je t'écrive notre histoire? Pierre se lève du lit sans un mot. Chérie, je reviens tout de suite. Ne bouge surtout pas. Il disparaît derrière la porte. Caroline fronce les sourcils. Qu'est-ce que son mari avait bien pu inventer cette fois encore? Il réapparaît avec un joli paquet décoré de papier cadeau rouge avec un ruban doré. Tada! C'est en l'honneur de quoi cette fois? Ouvre et tu verras. Caroline ne peut s'empêcher de sourire à son époux. Il n'avait jamais aimé les fêtes commerciales selon lui. Saint-Valentin, anniversaire, fête des mères, pour lui n'avaient aucun sens. Dès qu'il avait envie de lui faire une surprise, il se faisait plaisir. Elle avait dû s'habituer et apprendre à sortir du cadre comme il le faisait. Caroline écarquille les yeux devant le contenu de son paquet. Il était sérieux apparemment. La boîte contenait un cahier vert, un jaune, un rose, un rouge et aussi un lot de 10 stylos-billes avec un paquet de 10 feutres couleurs. J'hésite sur la couleur que je veux. Je vois ça. 4 cahiers, c'est beaucoup. Ah non, j'en ai pris d'avance. Sait-on jamais si tu te lances dans une carrière d'écrivain demain? Non, moi j'hésite entre le rouge, qui symboliserait notre amour passionné, et le vert, l'espoir que cet amour dure le restant de notre vie. Je comprends ton indécision. Range-les dans ta table de chevet. Nous saurons bien trancher le moment venu. Ok. Et pour les feutres, c'est quoi l'explication? C'est dans le cas où tu voudrais me faire des petits cœurs colorés. Je me demande parfois si tu n'es pas pire qu'Isabelle en termes d'exigence. Probablement. Je relève que tu n'as pas dit merci au passage. Merci mon amour. Viens par ici que je te montre ma gratitude.